Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux résistants qui sont portés disparus dans la région de Cannes depuis 1944. Donc, il s'agit de Francis Tonnerre et d'Henri Bergia, et dont les corps n'ont pour l'instant jamais été retrouvés. Mais je pense qu'après une petite enquête, j'ai une très bonne idée de où ils sont en fait réellement enterrés, ces corps. Alors, tout commence avec le débarquement en Provence le 15 août 1944, qui se déroule à proximité immédiate de Cannes. Et quelques jours après le débarquement en Provence, les premiers parachutistes américains se rapprochent de Cannes et au lieu dit le pont de Saint-Cassien, donc un pont sur la rivière la Siagne, il y a un violent combat entre les soldats allemands et les soldats américains qui arrivent. Et avec les Américains, il y a plusieurs résistants qui leur servent de guide. Et suite à ce combat, en fait, on retrouve sur le terrain les corps de 10 Américains. Et on constate aussi qu'il y a 3 résistants qui étaient sur place qui ont été tués. Donc voilà, vous avez des photographies de certains des Américains qui ont été tués, et également des 3 résistants, donc qui sont Janvier Pazereau, Francis Tonnerre et Henri Bergia. Donc suite au combat, la situation elle est un petit peu chaotique, on va dire. Il y a le corps d'un Américain qu'on retrouve seulement 1 mois plus tard, peut-être parce qu'il était dans des buissons ou quelque chose comme ça, personne ne l'a remarqué. Les corps de Francis Tonnerre et d'Henri Bergia, carrément, on les retrouve pas, tout simplement. Et puis, les corps qui sont retrouvés, plusieurs d'entre eux sont vraiment mutilés. Là, on voit des documents d'époque où les causes de décès sont indiquées comme étant « hit by shell », donc touché par un obus, ce qui veut dire a priori que le soldat a vraiment reçu l'obus en plein sur lui, donc on peut imaginer un petit peu l'état du corps. Et justement, il y a une témoin ici qui s'est promenée sur les lieux peu après le combat, qui raconte ce qu'elle a vu. Donc elle explique, il y avait des corps qui étaient déchiquetés, d'autres qui avaient des bras ou des jambes qui étaient posés à côté. J'ai vu des bottines avec un pied dedans. Ça m'a un peu remué. Et une autre témoin qui habite à proximité, elle raconte, il y avait des morceaux de chair déchiquetés, des débris humains. Voilà, donc un petit peu de quoi ça avait l'air suite au combat. Donc qu'est-ce qui arrive avec ces corps? Donc les Américains, ils étaient très bien organisés et juste dans les jours après le débarquement, ils ont ouvert un cimetière de campagne dans la ville de Draguignan, à côté de leur hôpital de campagne principal. Et ils avaient des équipes spécialement entraînées, les Graves Registration, spécialement entraînées pour s'occuper des soldats tués. Donc ils ont transporté les corps des soldats jusqu'à Draguignan. Là, ils ont fait le nécessaire pour les identifier. Et puis, ils les ont enterrés, donc 2 jours après le combat, le 25 août 1944, au cimetière militaire américain de Draguignan. Et puis, qu'est-ce que sont devenus donc Francis Tonnerre et Henri Bergia, dont on n'a pas retrouvé les corps? Alors ici, j'ai mis quelques documents d'époque qui racontent un petit peu. Donc, ça dit par exemple, un obus éclata au pied de Francis, volatilisant presque son corps. Les quelques membres qui restèrent intacts eurent encore la malchance de subir les morsures d'un feu de broussailles allumé imprudemment à cet endroit. Donc là, ça dit que le corps, il aurait été pulvérisé puis brûlé. Ensuite, on a un autre document d'époque qui dit, voilà, Francis Tonnerre et Henri Bergia étaient portés disparus. Et puis un autre document qui dit, il ne restait rien de ce fier et beau garçon de 24 ans. Voilà. Et enfin, le dernier témoignage, il dit, pendant de longs jours, toutes les recherches faites pour retrouver les corps de ces braves demeurèrent vaines. Donc voilà, on voit qu'on a plusieurs versions, mais toujours est-il que les corps sont disparus de Tonnerre et Bergia. Et en fait, donc moi, j'ai fait ma petite enquête auprès des familles, et là, j'ai découvert que les 2 corps, ils sont pas réellement si portés disparus que ça, en fait. Parce que la famille de Bergia m'a expliqué qu'il y a sur le pont de Saint-Cassien, on a par la suite retrouvé une main, donc une main amputée, avec sur un des doigts l'alliance de Bergia. Et puis concernant Tonnerre, là sa famille a expliqué que en fait après le combat il y a une jambe portant encore la chaussure de Francis Tonnerre qui a été retrouvée sur les lieux, et également sur les lieux on a retrouvé donc le portefeuille de Francis Tonnerre encore dans la poche du pantalon, mais la poche était complètement déchirée du pantalon, si vous voulez. Voilà, donc le portefeuille dans une poche mais déchiré. Donc la question qui se pose, c'est que sont devenus donc ces corps de Tonnerre et Bergia? Alors voilà, globalement, quand il y a une guerre, il y a des corps, il y a des gens qui disparaissent réellement. Voilà, par exemple, on imagine un bateau qui coule en haute mer, ou un avion qui prend feu à des milliers de mètres d'altitude et qui explose.
ou bien des corps qui sont laissés à l'abandon dans le désert ou dans des montagnes ou des lieux complètement reculés. Ça, c'est des vrais disparus, des gens vraiment où on ne sait pas où ils sont. Et puis ensuite, il y a entre guillemets des faux disparus qui, eux, sont très nombreux. C'est en fait, c'est des corps qui sont retrouvés, mais qui ne sont pas identifiés. Donc, ils sont réenterrés comme corps inconnus. Et puis, bien sûr, la personne correspondante, pour sa famille, il est disparu parce que eux, ils savent pas où il est passé ce corps. Voilà. Donc, en ce qui concerne les obus, donc voilà, lors de ce combat au pont de Saint-Cassien, les Allemands ont tiré des obus et on voit que des corps ont été mutilés. Mais un obus, oui, ça peut mutiler un corps, ça peut le couper en deux, ça peut arracher des jambes, etc. Mais ça va pas du tout faire disparaître un corps, ça va pas le pulvériser au point qu'on ne trouvera absolument rien. Et là, je vous mets en exemple la photo d'ossement d'un soldat allemand qui a été touché de plein fouet par un obus. Donc on voit que les ossements sont complètement mélangés, tout est fragmenté, mais il reste encore beaucoup de choses. Ce corps n'a pas disparu du tout. Alors, à mon avis, les corps de Francis Tuna de Bergia, ils sont pas disparus. C'est simplement, en fait, à mon avis, un problème d'identification de corps qui a eu lieu. Et ils doivent être quelque part, mais non identifiés. Voilà. Et puis, une des autres théories que je me disais à l'époque, c'est peut-être qu'en fait, les deux corps étaient disons, mutilés, donc peut-être une jambe par-ci, un bras par-là. Et je me suis dit, peut-être que quand les équipes américaines sont venues ramasser les corps des Américains, peut-être qu'en fait, ils ont mis un bras d'un Français avec et la jambe d'un autre Français avec un autre, et que c'est comme ça que ces deux Français, donc Tonnerre et Bergia, auraient disparu. Alors, je réfléchis à tout ça pendant des années et j'ai pas de solution. Et puis, en 2016, j'ai un gros coup de chance. Il y a un passionné d'aviation qui s'appelle Philippe Castellano, qui lui recherche les pilotes américains. Et il me parle d'un corps inconnu qui a été enterré au cimetière civil de Cannes en août 1944. Et il s'agirait du corps d'un Américain. Alors moi, en entendant parler de ça, je tombe un peu des nues parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur les Américains à Cannes et j'étais pas du tout au courant de ce corps. Et en plus, je sais qu'il n'y a pas d'Américains qui ont disparu à Cannes pendant la période, donc vraiment, je sais pas qui c'est ce corps. Et en plus, on se dit, voilà, les Américains, on a vu tout à l'heure, ils ont emmené tous leurs morts à Draguignan, donc pourquoi est-ce qu'ils ont laissé comme ça juste un de leurs morts au cimetière civil de Cannes? Ça n'a pas trop l'air d'avoir de sens. Alors, j'ai fait ma petite enquête sur ce corps qui est au cimetière civil de Cannes, et voilà ce que j'apprends. Donc, en avril 45, donc presque un an après les faits, il y a les civils de Cannes qui informent l'armée américaine qu'il y a un corps d'Américains inconnu qui est dans leur cimetière. Donc, les Américains envoient une équipe des Graves Registration, et ils exhument le corps et l'emmènent au cimetière de Draguignan où ils l'enterrent sous le nom de X77. Et ce qui est super avec les Américains, c'est que déjà à l'époque, ils font un travail extrêmement sérieux. Et donc là, ils ont fait tout un rapport en fait sur les circonstances de décès de ce corps et l'état du corps lors de l'exhumation. Donc qu'est-ce qu'on voit pour ce corps? On voit qu'il est décédé le 23 août 1944 et que la cause de décès, c'est tête arrachée par les éclats d'obus. Ensuite, ils ont fait une enquête dans le quartier et là, on apprend que Jean Tonnerre, donc c'est-à-dire le père de Francis Tonnerre, il indique que le soldat était un parachutiste et qu'il a été tué à 20 mètres du pont de Saint-Cassien sur la RN7 le 23 août 1944. Ensuite, donc, ils exhument ce corps et ils font une description détaillée des habits. Et pour les habits, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué « Reste de chemise bleu-gris, pas de vêtements de GI ». Et dans une autre page du rapport, ça dit « Il y a des restes d'une chemise de type civil ». Et on voit, ils ont fait donc un dessin montrant l'état du corps lors de l'exhumation. Et sur ce dessin, on voit qu'il manque notamment l'avant-bras gauche du corps. Et on voit également qu'il y a tout un tas de fractures et que la tête manque aussi. Donc on voit qu'il s'agit d'un corps qui a été vraiment gravement blessé. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire sur l'identité de ce corps X77 en se basant sur le rapport d'époque des Américains? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, il n'y a aucune indication que c'est un soldat. Et au contraire, avec le corps, on retrouve des habits civils. Voilà, il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de plaque d'identité, il n'y a pas de casque. Non, par contre, il y a juste une chemise bleue de civil, quoi. Alors, qui ce serait logiquement ce corps X77? Donc, ce qu'on sait déjà, c'est qu'il n'y a aucun Américain qui a été porté disparu dans le secteur de Cannes.
Donc a priori, c'est pas un Américain. Ça semble être confirmé par le fait qu'on trouve que les habits civils avec ce corps. Ensuite, on constate que la date de décès, le lieu de décès et la cause de décès de ce corps sont identiques à ceux de Francis Tonnerre et d'Henri Bergia, c'est-à-dire tués par des éclats d'obus au pont de Saint-Cassien le 23 août 1944. On voit que la main gauche du corps, elle manque, donc comme Bergia dont la main avec l'Alliance avait été retrouvée sur les lieux. On voit que le corps a été vu par le père de Francis Tonnerre, mais que le père de Francis Tonnerre ne l'a pas reconnu. Donc, a priori, c'est pas Francis Tonnerre, ce corps. Et en conclusion, donc, on peut se dire que ça semble très probable que ce corps X77, en fait, ce soit Henri Bergia, qui est enterré comme inconnu américain. Alors, comment ça se fait que ce corps se soit retrouvé comme ça, enterré comme américain? Donc, ça, j'en sais rien, mais disons, je peux imaginer le scénario suivant. C'est le lendemain donc du combat, les équipes américaines viennent ramasser les corps et ils voient que celui-là c'est un civil, donc ils le laissent sur place. Et puis les Français ils viennent un peu après et eux ils reconnaissent pas le corps comme étant un Français, donc ils se disent bon bah ça doit être un Américain. Et du coup ils l'enterrent comme inconnu américain. Et puis une année plus tard quand on dit aux Américains c'est un des vôtres, eh ben eux ils acceptent ça malgré le fait qu'en réalité voilà il y a aucune preuve que c'est un Américain ni même un soldat. Voilà. Donc, maintenant, on sait où est Francis Bergia. Donc, la question maintenant, c'est où est Francis Tonnerre? Voilà. On va essayer de réfléchir logiquement à cette question. Et puis, on va appliquer un principe que j'aime bien, qui est les mêmes causes mènent aux mêmes conséquences. Alors, pour chercher Francis Tonnerre, regardons ce qui s'est passé avec le troisième résistant tué, Janvier Passereau, dont je vous ai parlé au début. Alors, revenons au témoignage de l'habitante de Cannes, qui était allée sur les lieux. Elle s'est rendue sur les lieux de l'embuscade, en fait, pour retrouver ce Janvier Passereau, parce que c'était un ami à elle. Et donc, elle se promène sur les lieux, elle trouve le corps de Janvier Passereau, et là, elle raconte ça, elle dit « Alors, j'ai cherché s'il avait ses papiers ou quelque chose. Et il y avait un policier français qui me fait « Mademoiselle, vous le connaissez ?» J'ai dit « Oui, je le connais, mais je cherche ses papiers. »« Ah, ils ont été pris, nous les prenons pour les emmener à Draguignan. » Ah, alors d'après ce témoignage, les corps, ils seraient allés à Draguignan, en fait, même certains des corps des Français. Donc ça, c'est étonnant. Alors regardons un petit peu la documentation qui existe sur Janvier Passereau. Alors normalement en France, quand une personne décède, son décès est déclaré sur la commune de décès. Et là, je m'enseigne sur Janvier Passereau et en fait, il n'a pas du tout été déclaré décédé à Cannes. En fait, c'est à Draguignan qu'il a été déclaré comme décédé, donc ce qui est tout à fait inhabituel. Et on voit là sur le certificat de décès que ça dit donc le lieu de décès c'est Saint-Cassien à Cannes et pourtant c'est la mairie de Draguignan qui s'occupe de faire ce certificat de décès. Et puis il y a un quatrième résistant qui a été tué à Cannes le jour de la libération, donc je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. Et lui c'est la même histoire, donc il s'appelle Jules Goyer et lui pareil, son décès n'a pas été déclaré à Cannes mais à Draguignan. Et on voit que sur le certificat de décès il y a indiqué corps retrouvé aux alentours de Cannes et remis par l'hôpital américain. Donc maintenant, il y a une preuve claire. On voit que les Américains ont ramassé des corps à Cannes pour les emmener dans leur hôpital et que ensuite ils les ont remis un petit peu à la mairie de Draguignan pour s'en occuper, ou à la ville de Draguignan pour s'en occuper. Donc si on fait le résumé de la situation, on voit la chose suivante. Voilà. Tous ces morts du 23 août, donc tous les Américains, ils ont été emmenés à Draguignan. 2 Français ont été emmenés à Draguignan. Un qui a priori est Bergia a été enterré au cimetière de Cannes. Et donc si on cherche Francis Tonnerre, c'est où qu'on doit le chercher. Voilà. Ben, logiquement, on voit que presque tout le monde a été emmené à Draguignan. Donc lui aussi, c'est à Draguignan qu'il faudrait aller le chercher, a priori. Voilà. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que si son corps a été emmené à Draguignan, il était probablement mutilé gravement parce qu'on sait qu'il lui manquait au moins une jambe et on sait aussi pour de sûr qu'il n'avait pas son portefeuille sur lui puisque le portefeuille a été retrouvé sur les lieux. Et donc un corps dans cet état sans documentation et emmené dans une ville où personne ne le connaît, à l'époque c'était en gros impossible qu'il soit identifié. Donc en fait ce qu'on cherche à Draguignan c'est le corps d'un inconnu. Alors je vais à la mairie de Draguignan et je regarde le registre de décès pour la période août 44. Et il n'y a pas de corps inconnus qui sont déclarés comme décédés. Voilà. Mais je me dis, je vais quand même aller au cimetière, vérifier si par hasard ils n'ont pas un registre des enterrements, où là on pourrait voir s'il n'y a pas un inconnu qui a été enterré. Donc au cimetière, ils me disent qu'il n'y a pas de registre des enterrements,
Mais par contre, ils ont un plan du carré militaire du cimetière civil de Draguignan. Et donc je regarde ce plan, et là il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est ce corps entouré en rouge. Regardons-le de plus près, qu'est-ce qu'il y a indiqué? Donc on voit que de nos jours, il y a un corps qui s'appelle Hispanian Marius, qui est enterré là depuis à peu près 1964. Et si on enlève cette inscription concernant Hispanian Marius et qu'on enlève les ratures, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait qu'il y a indiqué corps inconnu, enterré le 25 août 1944. Et on voit que ce corps a été emmené ensuite en 1964 à Boulouris. Et à Boulouris, donc, il y a un cimetière en fait militaire français. Voilà. Donc, on voit que le 25 août 1944, le même jour où tous les morts américains du combat de Saint-Cassien ont été enterrés au cimetière militaire américain de Draguignan, on voit que ce même jour, on enterre un corps français inconnu au carré militaire du cimetière civil de Draguignan. Voilà. Et ce corps, donc, il a été déplacé par la suite en 64. Et là, je me suis renseigné si on pouvait avoir plus de détails sur l'état du corps, d'où il venait et tout ça. Mais les services français, ils n'ont pas été aussi sérieux que les services américains. Et en fait, il n'y a aucune information sur ce corps. On ne sait pas dans quel état il est. Et on ne sait pas d'où il vient. Donc, en fait, on peut faire aucune comparaison ou déduction. Mais toujours est-il que ce corps, ça pourrait être Francis Tonnerre. Vous voyez, si Francis Tonnerre a été amené à Draguignan suite au combat, comme il serait logique, eh ben, il aurait été enterré exactement comme ça, comme inconnu, au carré militaire du cimetière de Draguignan. Donc, on a envoyé ces conclusions aux Américains, qui ont répondu très rapidement et qui ont dit, en effet, ce corps X-77, ça semble pas du tout être un soldat américain. Et comme vous dites, il y a une chance que ce soit Francis Tonnerre. Mais les Américains, ils sont un peu embêtés parce que, en fait, ce corps, s'il n'est pas américain, bah, c'est pas vraiment à eux de s'en occuper, puisque c'est un corps français, peut-être. Voilà. Donc, ils savent pas trop quoi faire. Et puis, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation. Donc, ça traîne un petit peu. Et puis, on envoie aussi plusieurs lettres, donc, au ministère des Armées en France, concernant ça. Les familles disent qu'ils aimeraient que les corps soient exhumés et identifiés, et ils se proposent de payer tous les frais requis. Voilà. Donc, pour recevoir une réponse de la France, on attend plusieurs années. Et puis enfin, fin 2021, on reçoit une lettre du ministère. Et eux, ils disent, voilà, que exhumer ces corps, ça pourrait être une violation de sépulture. Ils disent aussi que l'analyse qu'on apporte n'apporte pas d'éléments probants permettant de supposer que les dépouilles seraient celles des résistants recherchés. Et enfin, le défaut de fiabilité des analyses génétiques sur des restes mortels que le temps a détériorés ne permet pas de garantir des résultats à la hauteur de l'espérance. Donc voilà, inutile de dire que moi je ne suis pas d'accord avec ces conclusions, sans rentrer en trop de détails. Donc ils indiquent que exhumer ces corps, ça pourrait être une violation de sépulture, sachant que les deux corps ont déjà été exhumés, hein, puisque un a été déplacé de Draguignan à Boulouris-sur-Mer, et l'autre au cimetière de Draguignan, il a été exhumé à plusieurs reprises, parce qu'après la guerre, les Américains, ils ont exhumé la plupart des corps pour les envoyer en Amérique, et les corps restants, du coup, ils les ont déplacés pour que ça fasse un cimetière esthétiquement joli à voir, avec les croix alignées, tout ça, et pas une croix à droite, une croix à gauche. Voilà. Donc cet argument-là, il est pas valide, puisque les corps ont déjà été exhumés. Hein. Ensuite, ils indiquent qu'il n'y a pas d'éléments probants permettant de supposer que les dépouilles soient celles des résistants. Donc, pour le ministère des Armées, une personne est portée disparue, et on fait une enquête qui prouve que, à l'endroit de la disparition et au jour de la disparition, on a en fait retrouvé un corps dans un état comparable, avec des blessures comparables. Donc en fait tout correspond. Mais pour eux, ça c'est voilà, c'est pas un élément probant pour eux. Intéressant. Et puis pour l'ADN, ben voilà, on a identifié dans le passé tout un tas de corps plus anciens. Hein. Par exemple, en ce moment en France, on fait l'identification de 200 soldats australiens de la guerre de 14-18. Ça se passe très bien. Ils en ont identifié beaucoup. Donc je vois pas pourquoi des corps plus récents, sur des corps plus récents, on dirait que l'ADN risque de ne pas marcher. Voilà. Bref. Donc cette lettre, finalement, qu'est-ce que c'est? En fait, cette lettre, pour moi qui suis médecin légiste, donc c'est mon travail d'identifier des morts, et pendant mes vacances, j'ai pu identifier des centaines, enfin participer à retrouver des centaines de soldats de la Seconde Guerre mondiale. Et cette lettre, c'est voilà une gifle. Et pareil pour les familles. Ils ont écrit au gouvernement français
Ils attendent plusieurs années pour avoir une réponse. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent? Voilà, une simple lettre de une page qui avance des arguments en fait fallacieux sur les raisons pour lesquelles il faudrait laisser ces résistants dans des tombes enterrés comme inconnus. Donc voilà, on nous parle, le message officiel, c'est toujours devoir de mémoire, le devoir de mémoire. Et ici, on voit que quand il y a une situation où réellement on peut faire un vrai devoir de mémoire et rendre hommage à des vrais héros, eh ben finalement, qu'est-ce qui se passe? On nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, c'est plutôt un devoir d'oubli qu'on nous demande. Et donc, pour le ministère des Armées, on pourrait se dire, logiquement, leur travail, c'est de faire tous les efforts possibles pour identifier ces morts. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. On leur présente des informations extrêmement solides. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent au contraire toutes les excuses possibles pour ne rien faire. Par exemple, quand ils parlent de l'ADN, au lieu de dire « oui, en effet, il y a des bonnes chances que ça marche, donc faisons-le », ils disent « ah, il y a une probabilité que ça ne marche pas, donc ne faisons rien ». Alors c'est une manière de réfléchir qui est, je trouve, un petit peu particulière. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, pourquoi? C'est un appel à l'aide, voilà. On voit que le ministère des Armées, ça ne l'intéresse pas vraiment d'identifier ces corps. Mais peut-être que si cette affaire, elle fait un petit peu de bruit, qu'on en parle dans la presse, par exemple, etc., peut-être qu'ils vont changer d'avis. Donc si vous, par exemple, vous êtes journaliste ou vous travaillez justement au ministère des Armées et que cette situation, vous la trouvez choquante, ou si vous faites partie d'une association d'anciens combattants ou une association pour la mémoire, eh ben nous, on se tient à votre disposition. Voilà, moi vous pouvez me contacter par email. Il y a les familles qui sont à disposition aussi. Et nous, on sera reconnaissants pour toute aide dans ce combat pour faire identifier donc Francis Tonnerre et Henri Bergia. Donc sont morts le même jour, au même endroit. Et quelques temps après, nous avons été contactés par le docteur Gassan qui nous a donné un dossier qui nous a vraiment d'abord beaucoup troublés parce que Madame Bruno n'a aucune sépulture pour son papa. Elle n'était pas à Cal pendant la guerre. Son papa l'avait fait partir en Auvergne pour qu'elle soit avec sa maman à l'abri. C'était dangereux d'être fille et femme de résistants. Et donc elle n'a aucune sépulture de son papa, aucun souvenir. Elle avait 2-3 ans quand il est décédé. Donc d'abord on a été très émus toutes les deux et puis on a décidé d'entreprendre des démarches. Et puis bien naïvement on a pensé que écrire, on allait nous répondre. Donc on a écrit partout, partout. On a écrit à l'Office national des anciens combattants, on a écrit à Metz, comment s'appelle cet organisme? Le pôle des sépultures. Le pôle des sépultures, mais personne ne nous a jamais répondu. Personne. Voilà. Et dans tous les courriers, c'est principalement moi qui adresse ces courriers, je précise toujours que Francis Tonnerre et Henri Bergia ont eu la médaille de la résistance française. C'est la plus haute distinction. C'est une médaille qui a été créée par le général de Gaulle en 1943. Après la défaite de Stalingrad, les Alliés savaient qu'ils allaient gagner la guerre. Et donc le général de Gaulle, à ce moment-là, a créé cette médaille pour récompenser ceux qui auraient fait des choses vraiment héroïques, parce qu'il ne voulait pas donner la Légion d'honneur à de jeunes civils. Ça veut dire qu'ils étaient encore en vie quand ils ont reçu les médailles? Non, ils ont reçu après à titre posthume. Donc cette médaille a été créée en 1943 et distribuée en fait en 1945. Et le devise de cette médaille, c'est Patria non in memor. Ce qui veut dire, c'est du latin, et ça veut dire la patrie n'oubliera pas. Donc dans tous mes courriers, je dis, la patrie, elle pourrait peut-être ne pas les oublier. On ne me répond jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, ma fille, il se trouve que j'ai une fille qui est avocat et qui a vu ce courrier, qui m'a dit, mais tout ce qu'ils évoquent, c'est fallacieux. Il n'y a rien de vrai, de concret. Donc il faudrait qu'on se mette là avec un avocat, qu'on porte plainte contre l'État français. C'est une tâche qu'on envisage, hein. Non, qu'on envisage. Moi j'ai vu ma grand-mère, je suis née 10 ans après la guerre, et j'ai vu ma grand-mère pleurer son fils toute sa vie. Toute sa vie.
toute sa vie. Et un jour, je demandais à ma grand-mère comment elle voulait être enterrée, et elle m'a dit, moi, je veux juste être avec mon petit. Donc, si je pouvais ramener un jour les cendres de son petit dans la même sépulture que ma grand-mère, je pense que ma mission familiale serait accomplie. Donc, je n'ai pas envie d'arrêter, mais c'est vrai qu'on se retrouve confronté à un mur, mais d'administration absolument abominable. Enfin, on se demande, ces gens-là, ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont un cœur? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'impact de leurs décisions? Mais voilà. Alors, pour faire des commémorations le 14 juillet, le 24 août, tout le monde est là. Mais quand il y a du concret à faire, personne n'est là. J'ai été reçue au mois de décembre, pardonnez-moi, je vais vous répondre après si vous avez une question. J'ai été reçue au mois de décembre au cimetière américain par la responsable du cimetière. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui me dit, le X60, elle me dit, tous les gens qui sont enterrés là, c'est un peu mes enfants. C'est une dame qui doit avoir une 60aine d'années. Alice, oui. Et elle me dit, ce sont un peu mes petits. Donc le X77, si on pouvait savoir qui c'est, et si c'est Henri Bergia, ce serait le plus beau jour de ma vie. Donc les Américains, ils sont là, seulement ils n'ont pas envie de froisser l'administration française. Voilà, c'est tout. Donc on en est là, et malheureusement, est-ce que ça évoluera un jour? Je ne sais pas. Voilà, donc pour conclure, donc on sait qu'il y a ces deux, vraiment des vrais héros de la résistance, pas des imposteurs, pas juste des gens comme ça qu'on a encensés après la guerre sans raison, non, vraiment des gens qui ont mis leur vie à risque pour aider les premiers Américains, qui se sont fait tuer. Donc on sait qu'ils sont disparus. Maintenant, on a des très bonnes indications de où ils sont. Et vraiment, ces gens, ils méritent qu'on les identifie. Les familles sont vivantes, donc la fille de Bergia est toujours vivante aujourd'hui, la nièce, le neveu de Francis Tonnerre. Ces gens, ils aimeraient qu'on identifie leurs proches. Et voilà, ils le méritent, bien sûr, qu'on les identifie. Donc, si vous êtes en mesure d'avoir une influence sur le ministère des Armées concernant cette affaire, ben voilà, vous pouvez nous aider. Faites en sorte qu'on nous donne l'autorisation d'exhumer ces corps. Les familles sont prêtes à payer pour tout. Donc vraiment, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse de les laisser comme ça, enterrés comme inconnus.